Alors, les neurotransmetteurs, donc vous voyez, ça c'est un autre schéma d'un neurone qui va communiquer à un autre neurone. Alors, si on fait un gros plan sur la connexion entre ces deux neurones, ça s'appelle la synapse. Donc là, si vous voulez, on a le premier neurone qui se termine ici. Et en violet, vous avez le neurone suivant qui commence. Et il y a un espace vide. Donc, l'électricité arrive jusqu'au bout du neurone. Et à partir de là, ce n'est plus du tout l'électricité qui prend le relais. Ce sont des petits messagers chimiques qui sont fabriqués, d'accord, au niveau des neurones et qui vont être libérés, qui vont trouver des récepteurs adaptés à eux, qui ont la bonne forme, et qui vont activer ou inhiber le neurone suivant. C'est-à-dire que soit ça va dire il faut continuer à transmettre l'information, ou alors ça va dire il faut stopper l'information. D'accord? Donc évidemment, la problématique, c'est que ce sont des messagers chimiques, donc ce sont des protéines en réalité qui sont fabriquées par le corps. Qui dit protéines dit qu'il faut donc manger suffisamment de briques pour fabriquer ces protéines, ce sont les acides aminés. Et donc si on est en carence, on va se retrouver en difficulté pour fabriquer nos neurotransmetteurs. Alors vous avez compris que le problème, c'est que si je n'ai plus de neurotransmetteurs ici, eh bien, mon message neuronal va s'arrêter et je vais donc avoir des dysfonctionnements dans le cerveau. Donc, c'est pour ça que je disais au tout début, dans le sommaire, on est un être biochimique, hein, biologique, physiologique au départ. Et donc, il va falloir faire attention à son alimentation de manière à avoir une alimentation suffisamment diversifiée pour être sûr de trouver toutes les petites briques nécessaires à la fabrication de nos protéines. Alors, le rôle des neurotransmetteurs, je l'ai un petit peu dit en amont là, c'est qu'ils vont être soit excitateurs, c'est-à-dire qu'ils vont dire à l'autre neurone de s'activer et de transmettre l'information, ou alors ils vont être l'inverse, inhibiteurs, ils vont demander au système nerveux de se calmer et de stopper l'influx nerveux. Par exemple, quand on a des dysfonctionnements dans les neurotransmetteurs, par exemple, si je manque de neurotransmetteurs qui calment le cerveau, à ce moment-là, je vais être en flux électrique énorme dans le cerveau et il peut y avoir, par exemple, une épilepsie. L'épilepsie, c'est quand il y a trop de neurones excités en même temps. Ça crée des décharges électriques trop violentes dans le cerveau et donc on peut avoir une crise d'épilepsie, d'accord? Parce qu'on a un manque d'inhibition et tout s'active en même temps. Donc, il va y avoir vraiment un équilibre entre activer, inhiber. Il y a des neurones qu'il faudra qu'ils s'activent pour certaines fonctions et il faudra que les autres se mettent un temps de berne pour laisser cette fonction travailler tranquillement. Donc, il y a un vrai équilibre à avoir entre tous nos neurotransmetteurs. Alors, quelques exemples. On a des centaines et des centaines de neurotransmetteurs différents. Chaque neurotransmetteur a des rôles spécifiques. Ils peuvent jouer plusieurs rôles chacun, mais globalement, il y en a 4 très importants qu'il faut être sûr d'avoir en équilibre et qui vont jouer sur les autres neurotransmetteurs. Par exemple, l'acétylcholine, donc je vous ai mis une petite formule chimique, ça vous donne un petit visuel. Elle, on la retrouve beaucoup dans tout ce qui est jonction entre les nerfs et les muscles. Donc, c'est un neurotransmetteur, quand vous avez envie de bouger un muscle, qui va vous permettre d'être efficace dans vos mouvements. On la retrouve également dans les ganglions et les fonctions végétatives, donc toutes les fonctions de survie. Mais pas seulement, on va la retrouver aussi au centre du cerveau et elle va permettre d'inhiber le cœur, mais d'activer les muscles. Elle permet également toutes les fonctions d'apprentissage. Et c'est là où elle est intéressante, c'est qu'en fait, elle favorise la plasticité neuronale. C'est-à-dire que c'est un neurotransmetteur qui va aider à multiplier les connexions entre les neurones. D'accord? Donc, c'est elle qui va activer, il faut construire des connexions. Donc, si on manque d'acétylcholine, on a une pensée qui est moins rapide et on a des difficultés d'apprentissage, on a du mal à se concentrer. D'accord? Elle participe également à la créativité. Les gens qui sont très créatifs ont souvent beaucoup d'acétylcholine quand on fait des dosages. Donc l'acétylcholine, elle permet un influx rapide. Hein. Quand on est très rapide dans sa pensée, c'est qu'on a un bon taux d'acétylcholine. Quand on commence à avoir une pensée lente, qu'on a l'impression d'avoir du mal à réfléchir, on peut être en carence d'acétylcholine.
Le GABA, c'est le neurotransmetteur vraiment du calme. C'est le neurotransmetteur qui est le principal inhibiteur du système nerveux. C'est lui qui vous permet d'être dans le retour au calme, dans l'apaisement, dans la stabilité intérieure aussi. C'est-à-dire que quand on se sent stable, comme un pilier sur lequel on peut vraiment s'appuyer, c'est que vous avez un bon équilibre en GABA. Il est également libéré dans les synapses pour inhiber évidemment tous les circuits d'éveil et activer la détente. Donc, vous en avez besoin pour avoir un bon sommeil. Par exemple, si vous avez des troubles du sommeil, il se peut qu'il y ait une carence de GABA. D'accord? Pardon. Il permet également donc, le bon fonctionnement de la mémoire de travail. C'est une mémoire à court terme, on le verra tout à l'heure, qui est dans le cortex préfrontal. Donc, le GABA est très présent pour la mémoire de travail, donc pour réussir à mémoriser beaucoup de choses en même temps et le garder en mémoire quelques minutes pour pouvoir faire un travail efficace. Alors, il faut savoir qu'il est présent dans 30% des neurones, ce qui est énorme. C'est-à-dire que même les neurotransmetteurs qui sont très, très présents, ils sont présents pour 1% des neurones. Le GABA, lui, il est présent pour 30% des neurones. Évidemment, en fait, c'est lui qui vient calmer tous les autres neurones pour dire c'est le retour au calme, donc on se détend. D'accord? Donc c'est vraiment le principal neurotransmetteur de la récupération. La dopamine, c'est un neurotransmetteur plutôt dynamisant. Je crois que vous connaissez un petit peu, hein, quand on dit qu'on a de la dopamine, c'est qu'on est dans l'action. Donc c'est le neurotransmetteur du plaisir et de l'action. Donc ce neurotransmetteur va activer aussi les neurones de la récompense et du renforcement, c'est-à-dire que le cerveau va vous donner envie d'aller rechercher ce qui vous a donné du plaisir et tout ce qui est nécessaire à la survie. On le verra ça justement dans la partie du striatum qui est justement les neurones à dopamine qui sont dans le striatum. Elle joue un rôle énorme dans la motivation. Quand vous avez plein de motivation, plein d'énergie, c'est que votre dopamine est en train de fonctionner. Elle vous donne aussi, elle vous permet de prendre des risques. Donc, elle vous donne de l'énergie, c'est-à-dire que c'est un neurotransmetteur qui calme un petit peu la peur du risque et qui vous permet de vous lancer. Elle permet d'accélérer les fonctions vitales. Donc, évidemment, dès que vous avez de la dopamine, vous avez le cœur qui va plus vite, la respiration, vous êtes prêt pour des efforts intenses. Donc, c'est l'hormone qui va stresser le corps, mais on verra dans le stress, c'est un stress positif. C'est-à-dire que c'est un stress qui va dans le bon sens. Si à un moment donné, vous n'avez pas un petit coup de dopamine pour vous activer, vous ne pouvez pas démarrer des choses. Donc, c'est un stress pour démarrer. D'accord? On verra ensuite le mauvais stress qui est celui qui est chronique et qui vous empêche ensuite d'avancer. Elle entraîne une hausse de cortisol qui est l'hormone du stress dans le sens que c'est l'hormone qui active les fonctions du cœur, de la respiration, des muscles et aussi de l'intellect. Donc, elle vous met en éveil. Alors, en excès, évidemment, elle peut créer de l'impulsivité et de l'agressivité. Par exemple, si on est très vite en colère, c'est qu'on peut avoir un excès de dopamine qui nous fait réagir fortement. La sérotonine, quatrième que je voulais vous présenter ce soir, elle régule les humeurs. Et en fait, on dit souvent que c'est le neurotransmetteur du bonheur, de la joie de vivre. C'est les gens qui sont toujours positifs, ce sont des gens qui ont souvent un profil vraiment lié à la sérotonine. Et c'est celle qui va vous donner envie de prendre soin de vous, de vous régénérer, d'être heureux, de voir le bon côté des choses. Donc, elle active les neurones qui transmettent ce genre de message, qu'on va forcément trouver une issue, ça va bien se passer. Donc, c'est vraiment le neurotransmetteur du côté positif et constructif. Elle va plutôt vous inciter à ne pas prendre trop de risques, justement, pour prendre soin de vous et pour être sûr que tout va bien. D'accord? Donc, elle va être un peu le contre-pied de la dopamine. Elle régule également les rythmes circadiens, c'est-à-dire jour-nuit. Donc, elle vous permet d'être bien éveillé le jour et d'être tranquille la nuit. Donc, elle est en lien avec le GABA pour ça. Et quand vous êtes endormi, c'est la sérotonine qui va vous permettre de vous régénérer la nuit pour être pleinement disponible la journée suivante. Elle joue un rôle, bon là je vous l'ai mis dans les fonctions digestives, donc c'est aussi très important de ne pas être en carence de sérotonine parce qu'on sait très bien que
l'estomac, les intestins, tout ça, c'est le deuxième cerveau et qu'il faut avoir des bonnes fonctions digestives pour ne pas créer des toxines dans le corps et dans le cerveau. Les carences, donc je vous en ai déjà un petit peu parlé. Si vous pouvez deviner si vous avez des carences, par exemple, si vous avez des carences en acétylcholine, vous allez avoir une vitesse de pensée qui est réduite. Vous allez avoir du mal à mémoriser, vous allez avoir du mal à apprendre et à garder en mémoire. Vous aurez une perte d'enthousiasme et vous serez plutôt lent. Donc, dès que vous avez ce genre de signaux, vous pouvez suspecter une carence en acétylcholine. Pour suspecter une carence en GABA, eh bien, ça va être l'irritabilité. On a dit que le GABA, il calme. Donc, évidemment, on va être plutôt avec des personnes qui sont irritables, agressives, qui ont du mal à se détendre, à trouver le sommeil. Des personnes qui peuvent développer de l'épilepsie. Donc là, c'est en cas de grave carence en GABA. Et puis, vous allez avoir un déséquilibre complet dans tous les neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce que si le GABA ne calme pas les neurones, ça veut dire que les autres neurones sécrètent à fond les neurotransmetteurs excitateurs et à un moment donné, votre corps, il n'arrive pas à suivre et il n'arrive pas à fabriquer assez de dopamine, assez de sérotonine parce qu'il n'y a jamais de retour au calme. C'est comme si vous aviez toujours le pied sur l'accélérateur et en ayant toujours le pied sur l'accélérateur, votre corps s'épuise. Donc, si vous avez une carence de GABA, vous allez finir à un moment donné par avoir une carence de tous les autres neurotransmetteurs parce que vous allez être complètement épuisé. Donc, faites bien attention au GABA. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien, par exemple, c'est d'aller se régénérer en marchant dans la nature, dans la forêt. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais dès que c'est possible, en tout cas, d'être au contact de la nature, parce qu'on a remarqué que les odeurs de la forêt généraient un bien-être, et ce bien-être, en fait, déclenche la sécrétion de GABA. Donc, le fait de marcher comme ça dans la forêt, c'est pour ça que ça régénère et qu'on le préconise. Alors, la dopamine, donc, vous pouvez être en carence de dopamine si vous avez des troubles de l'attention, une diminution de votre vitalité, de votre acuité intellectuelle, et puis si vous avez une propension aux addictions, d'accord? Parce que l'addiction, c'est la recherche de plaisir, donc c'est la recherche de sécrétion de dopamine. Donc, quand on est en carence de dopamine, le corps va chercher des zones de plaisir pour récupérer un peu de dopamine. Donc, ça peut vous donner envie de tomber dans des addictions, que ce soit alimentaires ou autres. La sérotonine, quels sont les signes quand on manque de sérotonine? On a un stress qui est facilement activé, de l'anxiété, ça peut être aussi la dépression, puisqu'on avait vu que la sérotonine, elle va activer tous les neurones qui sont liés à la bonne humeur. Donc, dès qu'on va en manquer, eh bien, ce sont les autres neurones qui vont prendre le relais, c'est-à-dire ceux plutôt de voir les choses en noir, d'être plutôt dépressif, d'avoir également des insomnies par manque de régénération du système nerveux, une fatigue chronique, une digestion lente, on disait qu'elle agissait sur la digestion, donc plein de problèmes donc, digestifs. L'agressivité également, hein, parce que le fait d'être stressé va jouer également sur le cortisol et va générer du stress et de l'agressivité. Les idées noires, et ça peut aller même jusqu'à des idées de suicide quand on est en grave carence de sérotonine. Sachez que les antidépresseurs, justement, connaissant ça, ce sont des médicaments qui permettent de remplacer la sérotonine. Donc, vous prenez un comprimé qui vient remplacer le rôle de la sérotonine et qui donc réactive les circuits de la bonne humeur du côté positif. Et c'est pour ça que des fois, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne molécule, il y a des antidépresseurs qui vont fonctionner, d'autres pas. Et donc souvent, il faut trouver la bonne molécule qui va être efficace pour vous à ce moment-là. Alors, vous avez compris donc l'importance des neurotransmetteurs, d'accord? Si vous êtes en carence, ce n'est pas la peine d'essayer de faire du développement personnel si tout simplement vous êtes en carence à cause d'un déséquilibre, soit que vous vivez tellement de stress que ça épuise vos neurotransmetteurs, soit qu'il y a un déséquilibre alimentaire qui fait que vous n'avez pas toutes les briques pour fabriquer vos neurotransmetteurs, soit que voilà, vous avez eu un choc émotionnel qui peut aussi jouer sur vos neurotransmetteurs. À un moment donné, il va falloir rééquilibrer physiologiquement les neurotransmetteurs. Alors pour ça, on a le docteur Braverman, un neurobiologiste, qui a justement travaillé pendant plus de 20 ans
sur comment détecter justement nos carences en neurotransmetteurs et il s'est rendu compte que pour être heureux, il fallait un bon équilibre biochimique dans le cerveau. Et donc, il a créé un test que je fais passer dans les séances de coaching, mais que vous pouvez aussi trouver sur Internet pour passer ce test et vérifier vos carences. C'est un test qui dure 40 minutes. Et donc, évidemment, il pose des questions très spécifiques pour chaque neurotransmetteur. Il y a également des questions qui se recoupent. Ça, c'est juste pour vérifier que vos réponses sont cohérentes. Donc, si vous voyez qu'il y a plusieurs fois les mêmes questions, c'est normal. Donc, ce test fonctionne très bien. C'est un médecin américain. Et lui, il soigne ses patients toujours en faisant un test et en proposant des compléments alimentaires pour rééquilibrer sur une petite cure. Et ensuite, il donne des conseils d'hygiène de vie pour qu'il n'y ait plus de carences qui reviennent. Donc, c'est très intéressant si vous avez envie de regarder ces travaux. Alors, quelle est l'application de tout ce que je viens de vous dire, hein? Comme je disais, c'est intéressant de comprendre les neurosciences, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que je peux en faire dans mon quotidien. Donc, ce que vous pouvez en faire dans votre quotidien, c'est de prendre soin de vous déjà biologiquement. D'accord? Avoir une alimentation équilibrée. Attention de ne pas ingérer trop de toxines parce que, évidemment, votre corps après s'épuise à les éliminer par les émonctoires quand il peut le faire parce que des fois, il y a des toxines qui restent coincées dans certaines parties cérébrales ou dans certaines parties du corps. Donc, voilà, soyez très vigilants à ce que vous ingérez. Également, l'hygiène de vie globale, hein, il ne va pas y avoir que l'alimentation, il va y avoir aussi votre condition physique, c'est-à-dire que quand on fait par exemple des activités physiques sans forcément faire du sport à outrance, mais au moins s'activer pour s'oxygéner, pour que justement quand vous mangez, tout va dans votre sang, mais ensuite il faut que votre sang il emmène tout ça à votre cerveau, à vos organes, etc. Et le fait de bouger, eh bien, ça fait oxygéner le sang et donc ça améliore la circulation de tous ces nutriments. Avoir un bon sommeil, donc de faire attention, surtout avec l'ère du numérique, de ne pas se coucher trop tard. Bon, je suis un mauvais exemple avec la conférence de ce soir. Mais voilà, de ne pas multiplier tous les soirs voilà, des situations qui vous feraient vous coucher très tard. Si vous vous couchez tard, mais que ensuite vous voyez que vous avez un nombre d'heures de sommeil qui vous convient, c'est très bien. En tout cas, écoutez-vous, vous êtes la meilleure personne qui sait de quoi vous avez besoin. Une bonne oxygénation, donc avoir un air renouvelé. Si vous êtes souvent en intérieur, pensez à aérer, pensez à sortir et vraiment avoir un bon oxygène. Des fois, dans les maisons, on a un air qui n'est pas très sain. Donc, et en quatrième, je rajoute beaucoup, c'est avoir un sens à sa vie. Parce que ce qui donne envie d'être en forme physiquement, c'est de savoir à quoi ça sert d'être en forme physiquement, pourquoi faire dans la vie. D'accord? Donc, si vous avez un sens à votre vie, que vous savez pourquoi vous avez envie d'être en bonne santé, ça va vous aider justement à poser toutes ces actions.